Merci de vos mots charmants. Bien, alors juste un mot, Vladimir est né en 1903 et il est mort en 85. C'est pour situer un peu ces dates. Et autrement, je pense que vous le connaissez. L'œuvre de Jankélévitch survit, et nous le voyons, au climat changeant de la philosophie. Les nombreuses années qui nous séparent de sa disparition m'ont permis, comme vous l'avez dit, d'éditer une quinzaine de livres ou des colloques et des tas de choses. Le dernier est plus personnel, c'est un modeste itinéraire intellectuel au cœur de son œuvre et de sa pensée, éclairé par les éléments biographiques les plus marquants de sa vie. Professeur de morale donc à la Sorbonne de 1952 à 79, Jankélévitch a marqué de nombreuses générations d'étudiants par son enseignement et par sa personnalité chaleureuse, fougueuse, humaine. Le philosophe, comme les roses du banquet, lorsqu'il est un philosophe comme il se doit, disait-il, se doit d'être celui qui va. Lui-même fut cet homme pressé d'enseigner et d'écrire, allant d'un pas rapide assez court, conscient de l'urgence que la vie nous impose. N'avouait-il pas volontiers qu'il était un professeur, rien comme professeur, et qu'il en était fier? Sans doute est-ce de cette fonction d'enseignante, assumée avec passion et respect, que naquirent ses œuvres les plus précieuses. Le bonheur miraculeux de l'expression fut la marque de sa prose haletante. Sa parole inimitable, affectée d'un certain coefficient d'étrangeté, se plaisait à explorer des thèmes peu étudiés ou abandonnés d'une manière opposée à la déconstruction régnante, n'ayant cure de cette pseudo-modernité. Il méditait à voix haute, alignant ses phrases au rythme de sa pensée. Prolixe à ses heures, condensée à d'autres, cette parole fut le plus souvent ironique et profonde, deux qualités qui habillent les paradoxes et les sources jaillissantes de ses profondes intuitions. Dès lors, comment révéler l'identité de nature entre la réalité du langage et la réalité de la pensée du philosophe? Et cette parole éteinte, comment s'en souvenir sans l'inquiéter? Rendre compte de la subtilité de celle de Jankélévitch se heurte à la plus grande difficulté. Comment parvenir à l'exprimer, elle qui savait rendre un problème moins aride en lui conservant toute sa plénitude? Seuls des moments diffus permettent de s'en approcher, de se l'approprier un peu dans le respect et la fidélité. Cependant, l'écriture demeure la marque à jamais posée d'une voix inscrite en elle. Il écrit comme il parle, ne pouvant s'exprimer autrement, sous peine de voir échapper cette réalité multiple et contradictoire qu'il retient dans ses filets. Ainsi, il nous entraîne dans chacun de ses ouvrages, dans un voyage au cœur d'une méditation itinérante où l'on avance pas à pas. Offrant au lecteur le sentiment d'une participation réelle à sa recherche, il nous emmène à la découverte de cette bienheureuse illusion d'avoir en soi des ressources infinies d'esprit et de sensibilité pour l'appréhender. Comment n'y avions pas pensé plus tôt? Jamais cette pensée n'exige de nous que nous sautions à pieds joints dans un monde aux lois préétablies. Ces chemins inhabituels en philosophie empruntent beaucoup aux expériences quotidiennes de la vie, à la musique, à la littérature. La pureté du cœur, l'innocence retrouvée, la grâce, la charité, l'enchantement musical forment la trame de ces livres, illustrant la manière qu'il eut de se tenir à côté, en marge des philosophes, de la philosophie de ses pairs. Alors, tout d'abord, le temps. Il n'est rien de si précieux que le temps de notre vie. L'Odyssée de la morale, puisqu'il était professeur de morale, baigne dans le temps, indice de notre fragilité, de notre condition précaire mitoyenne. Il est la dimension qui borne nos vies et limite nos actes. Le temps, le lieu en ce monde où s'entremêlent l'expérience et l'épreuve, à quoi nous engage une vie d'homme. Le temps qui voue l'existence au presque rien lui confère une qualité majeure dont il reprend sans cesse l'analyse, cernant au plus près l'instant au cœur du devenir. Il précisait: c'est temporellement que je médite sur le temps. Le travail philosophique est un cercle où l'on me tourne sans fin. Fin de citation. Jankélévitch ne se meut pas dans le temps purement chronologique, mais sa démarche est celle qui permet de saisir son temps sous la forme d'un trop tôt ou d'un trop tard, d'un déjà, qui n'est pas encore. L'homme est un funambule pour lui sur le fil du temps. Ce temps, objet évasif, rebelle à toute spatialisation. Cependant, notre vocation est d'affecter un contenu au temps nu et silencieux, et contrairement à l'attente pure qui n'a rien d'humain, de meubler la temporalité liée à notre destin. Le temps est le fil rouge qui parcourt l'œuvre de notre philosophe. Celui qui privilégie non seulement la durée, comme Bergson, mais le jaillissement de l'instant. Ce qui s'ensuit du parcours de Jankélévitch à travers l'idée bergsonienne de la temporalité, c'est la conjonction de l'instantanéité jaillissante et de l'inscription des actions humaines dans un monde
qui n'est pas voué à la déréliction, à l'angoisse, à la mort. La féerie foudroyante de la création surgit alors au cœur de cette temporalité, souvent assimilée par Jean Kelevitch à l'improvisation musicale ou poétique. Passons à l'impalpable réalité morale, qui est en fait le sujet un peu de ce propos ce soir. Jankélévitch eut le désir de faire connaître le primat absolu de la morale sur toute autre instance. Son œuvre philosophique délivre une leçon de rigueur, de sagesse, où existence et morale ne font qu'un. Ses premiers travaux dans le sillage de son maître Bergson portent témoignage de la primauté accordée à la vie, à son expression profonde. Il repère l'émergence de l'énergie vitale dans l'adaptation du corps humain aux forces qui l'entourent. Puis, la grande coupure de la guerre verrait apparaître, c'était une pensée un peu idéaliste avant-guerre, et un peu, non point naïve, mais un peu utopique peut-être par moments où il croyait vraiment à la bonté du monde. Un peu trop peut-être. La grande coupure de la guerre virait apparaître un homme moins idéaliste, plus proche des réalités d'une époque décidément bien sombre. Sa pensée s'infléchit. Les années douloureuses ont fait leur œuvre. Sa pensée se cadre davantage dans une philosophie de l'action, de la volonté agissante. Lorsque s'inaugure son magistère à la Sorbonne, ses livres ont tous en vue un même objet, une morale actuelle, à la mesure des inquiétudes de notre temps, de ses urgences, de ses exigences vitales. Pour ce professeur de morale, il n'y a rien d'humain qui ne soit moral. Et c'est pourquoi sa pensée échappe à toute définition hâtive. Elle se comprend par une approche rigoureuse faite de remise en question perpétuelle et de vigilante défiance à l'égard de toutes les pesanteurs qui tentent de faire de la pensée naissante un savoir, un avoir, sans jamais donner dans le discours édifiant, refusant la complaisance des solutions consolantes, religieuses ou métaphysiques. La pensée morale de ce philosophe renvoie au faire laborieux, à l'exercice sur terre, comme dirait Pascal. Sa lucidité le porte à constater, cependant, que la réalité est par essence décousue, discontinue, sporadique. Ainsi, la vie morale est décrite comme une contradiction explosive, constante réfutation des prétentions de l'idéalisme. Au cœur de cette vie morale, la première tentation de l'homme survient au moment où il acquiert la conscience de soi. Cette conscience alors se fissure dans cette connaissance. Et c'est ce dédoublement qui marque l'origine de la souffrance et du mal. Cette conscience fissurée remet tout en question et partant de là, menace notre bonheur. C'est donc de cette conscience déchirée qu'il est question, celle qui ne se satisfait pas de son égoïsme, de son insuffisance de bonté, de sa propension à loucher sur elle-même. Le monde dont il nous parle est sans remède ni recours. Tout y est irrévocable, irrattrapable, d'où la gravité de l'existence. En effet, nous sommes maîtres de l'action pour la faire, non pour la révoquer. De là provient l'essence de la souffrance humaine. Comment est-il cependant possible, par-delà la confusion, la pluralité des valeurs et l'arbitraire, de trouver un principe de choix, un motif pour agir, de percevoir la fine pointe adamantine de la juste direction? Cette morale n'étant nullement une psychologie appliquée, c'est l'intention qui en est l'objet le plus fuyant et comme tel l'objet premier. Tous les hommes procèdent par intention. Le problème est de savoir quelle en est la nature. Bonne ou mauvaise, l'intention se vit dans un court laps de temps, sans aucune référence à des valeurs antérieures. La simplicité de l'intention morale tranche avec l'argutie des sophistes. Elle est parfois impure, néanmoins, elle est le signe de notre humanité. Et seul le sérieux de cette intention doit présider à l'acte moral. Et cela sans complaisance, en toute humilité, en toute innocence, pourrait-on dire. À ceux auxquels est consentie la précieuse chance de cette intuition morale, incombe la tâche de faire la preuve de l'impalpable. Telle est la croix du philosophe. En atteignant le plus possible son fondement, en délimitant ce qui est perçu et non perçu, l'impalpable réalité morale se saisit de la conscience en lutte avec ce qui est fini et infini. Et pour la saisir, une conversion est nécessaire, à partir de laquelle le regard change. Elle requiert les forces de la volonté, qui, dans un geste inaugural, donne libre cours à l'exercice de notre liberté. C'est ce que Jankélévitch nomme joliment l'oiseau-volonté, qui, dans un saut périlleux, permet de résoudre nos hésitations, de trancher les nœuds gordiens, en se débattant au sein de l'équivoque ou de l'impureté constitutive de notre réel.
Au cœur de cette liberté, ou plutôt semi-liberté, la conscience est assujettie à la peine du devoir faire. Dès lors, il s'agit de commencer, de faire et de toujours se remettre à l'ouvrage, et jamais d'engranger nos bonnes actions, de les thésauriser. Tout ce qui est à faire est toujours à refaire. Il n'y a pas de thésaurisation possible, et l'acte moral doit toujours être recommencé. Penseur de l'entrevision aussi, il insiste sur l'exigence fondatrice de l'action, celle qui, au sein du devenir, se situe entre l'instant créateur et la clôture de la mort. C'est un, c'est un milieu que l'on ne peut qu'entrevoir. Dans cet entre-deux, le devenir résume cette amphibolie. Je cite: tant de discours pour une si douteuse l'entrevision. N'est-ce pas dérisoire qu'on ne nous reproche pas le caractère insaisissable de ce feu follet, puisque nous en faisons profession, nous professons le dénuement. Fin de citation. Dans la réflexion donc de Jean Kelevitch, la tâche philosophique par excellence est la pensée aux prises avec l'impensable. Peut-être est-elle la seule qui vaille une heure de peine, comme Pascal aussi le suggère. Je cite: comme ce que je cherche existe à peine, comme l'essentiel est un presque rien, un je ne sais quoi, une chose légère entre toutes les choses légères, cette investigation forcenée tend surtout à faire la preuve de l'impartable. Fin de citation. Son projet philosophique est d'essayer de penser jusqu'au moment où la pensée se brise, des choses difficiles à saisir, comme la mort, l'amour et ces notions fluentes, telles le je ne sais quoi et le presque rien. Celles-ci sont primordiales dans cette pensée en équilibre. Il y est question d'un principe inconsistant, d'un inexistant apparaissant, d'une apparition disparaissante, comme il aimait à dire. Certes, on ne peut se dissimuler le caractère tenu de ces objets manipulés. Je ne sais quoi, presque rien, ineffable, impalpable, instant mortel. Mais de fait, cette ténuité est celle même de l'instant, le moment évanescent où elle se saisit. Là se situe la quête du réel. Et cette quête est sérieuse. Cherchant ce qui existe à peine, on peut entrevoir l'apparition, non la vérifier, puisqu'elle s'évanouit dans l'instant, la première fois étant toujours la dernière. En réponse aux impostures et postures qui obscurcissent son époque, il recherche continuellement une voie de coïncidence de la pensée avec elle-même, conscient d'appartenir à son temps, d'en être éloigné et de ne pouvoir s'y soustraire, les deux à la fois. Singulière et originale relation au présent qui permet d'y adhérer tout en prenant ses distances. Le je ne sais quoi ne peut se comprendre qu'en relation avec le presque rien, terme ambigu entre chose et non-chose, entre quelque chose et rien. Il est une manière de nommer l'impossibilité d'aller au bout des choses, puisqu'on se heurte après à l'indicible. Zankelevitch aimait à dire dans une pirouette: on ne peut tout expliquer, demeure l'infinitésimal. Entre ce monde et l'autre, aucune progression, mais une mutation, un bond, un saut. Loin du prométhéisme, du purisme statique, il nous rappelle la parenté de l'acte créateur humain avec le divin. Sa métaphysique se prolonge par le silence face à un mystère sans nom. Il s'agit alors d'entrevoir un absolu, puisqu'il nous a rappelé que philosopher sur la création, c'est philosopher sur l'absolu, c'est une seule et même gageure, nous dit-il. Cet absolu est tout entier opération et rien qu'opération. Ce n'est pas un idéal placé au-dessus d'un nuage, mais on doit s'y confronter. Jankélévitch parcourt une voie négative en recherchant le presque rien au-delà de l'instant, et alors il aboutit au je ne sais quoi, qui signifie qu'il ne peut il ne peut pas parvenir à le nommer d'une autre manière. Il pose alors le problème auquel sa philosophie se confronte. Passeur de l'ineffable, il nous introduit à cette morale pathétique de l'instant unique, de l'occasion précieuse. Nous ne pouvons jamais nous approprier les merveilles de l'existence, pas plus que les moments d'égarement. Notre réalité est suspendue à ce qu'il nomme la semelle-factivité, c'est-à-dire ce qui n'arrive qu'une seule fois, moment effectif de notre agir, bon ou mauvais. Particulièrement insolites et profondes sont alors ses réflexions, les réflexions qu'il consacre au charme du temps et à ce qu'il nomme la fée occasion. Celle-ci ne nous sera ni rendue ni renouvelée, et son unicité explique son caractère poignant et passionnant, c'est-à-dire cette occasion ne nous sera jamais rendue. Je cite: il n'est rien de si précieux que ce temps de notre vie,
cette matinée infinitésimale, cette fine pointe imperceptible dans le firmament de l'éternité, ce minuscule printemps qui ne sera qu'une fois, et puis jamais plus. C'est un peu la nostalgie dont vous parliez. Seul l'instant se métamorphose alors en une fête du cœur et de l'esprit, perçue en une étincelle. Et c'est ainsi que les très fragiles chefs-d'œuvre du presque rien ne peuvent se lire que dans la modestie, la grâce, le charme, l'humour. En eux peuvent être peut-être capter l'essence radicale de l'être, dans ce presque rien de l'instant intuitif. C'est un peu compliqué, mais tout cela pour dire que c'est dans cette apparition disparaissante, dans cette intuition féconde, que les moments de grâce qui illuminent notre vie apparaissent. Les enjeux de sa pensée nous concernent tous, car son œuvre est un plaidoyer pour une philosophie vivante et vécue qui nous introduit dans des domaines précieux, dans les domaines précieux de ce que nous vivons, sans pouvoir toujours, comme je le disais, les saisir, les préciser, les définir une fois pour toutes. Prémonitoire et courageuse, cette pensée n'a pas craint d'aborder les sujets difficiles, tels la mort, le mystère de la vie, le pardon. Quelques mots sur le pardon. Resté en vie par une distraction de la Gestapo, selon son expression, Zankelevitch exprima dans de belles pages sa fidélité lointaine mais jamais oubliée comme origine à son état de juif qui comporte tant de douleurs, nous rappelle Jacques Madol. Juif de dormante mémoire, après la guerre, il eut à cœur de dénuder son judaïsme. Dans un petit livre, La conscience juive, où j'ai réuni tous ces textes sur le judaïsme, Zankelevitch risque avec sincérité et lucidité une esquisse de définition de la conscience juive dans sa complexité, sa tentation de la différence et son désir d'altérité. L'existence de Jankélévitch tout entière dédiée à la philosophie et à la musique reflète aussi son exigence de vérité en menant les combats de son siècle avec l'originalité profonde qui fut la sienne, et notamment en se confrontant au drame du XXe siècle dont il fut le contemporain. Sa biographie est dominée, selon la formule de Lévinas, par le pressentiment de l'horreur nazie. Maintenant sa rupture avec l'Allemagne, au lendemain de la guerre, il répétait inlassablement: je ressens le besoin de prolonger en moi les souffrances qui m'ont été épargnées. Sankelevitch n'a pas écrit d'ouvrage politique, mais toute son œuvre morale y conduit, en ce sens qu'elle ne cesse d'explorer le lien ontologique aux autres. Comment vivre en se sachant comptable des crimes de notre siècle? Comment vivre en conscience les horreurs qui furent rapportés par les témoins de la barbarie? Comment passer sous silence les messages de l'au-delà que nous entendons dans les cris des suppliés? Toute pensée politique sera peut-être jugée sur le sort qu'elle a fait ou n'a pas fait aux événements dont elle fut contemporaine. Après la guerre, d'innombrables textes scandent sa méditation infinie sur l'absolu du crime hitlérien. À ses yeux, le génocide nazi est, dans l'histoire, d'une singularité totale. C'est un crime international, mais commis par une seule nation. C'est un crime contre l'humanité, mais dirigé sélectivement contre un seul peuple. Il est inexpliable, car aucun châtiment ne pourra jamais être proportionné à ce crime. Inlassablement, il s'agit pour lui de dévouer les retours politiques de l'imposture. Il s'élève dès lors contre un oubli qui veut rayer d'un trait un passé honteux, le banaliser, l'éluder, en nettoyant les consciences trop chargées d'un poids indicible. Zankelevitch se veut le garant de la mémoire de ceux qui ne sont plus, puisque les vivants ont l'immense responsabilité d'être en conscience les sujets de l'histoire, de cette histoire. Il dit non à ce temps révolu, en leur opposant la bonne mémoire de celui qui n'est ni ingrat, ni frivole, ni versatile, mais sérieux, car le passé a besoin de notre bonne mémoire. Il disait: il ne s'agit pas d'être sublime, il suffit d'être fidèle et sérieux. Les morts dépendent de notre fidélité, de notre mémoire, car le passé ne se défend pas tout seul, comme se défendent présent et avenir. La Shoah fut ce crime insondable au sein duquel des humains décident que d'autres humains ne sauraient être reconnus comme des êtres humains. C'est alors l'existence même qui leur est refusée. Nier l'humanité, déshumaniser, ne veut rien dire d'autre que se livrer à cette abomination métaphysique dont le but est d'avilir ou de dégrader. Un acte qui mutile l'essence humaine ouvre la méditation sur une méchanceté gratuite qui nous confronte au mal radical.
C'est pourquoi l'imprescriptibilité est un impératif catégorique, absolu, sous peine de reconnaître par l'effacement juridique la possibilité de nier le genre humain. Tout cela est développé dans un petit livre, dans son texte L'imprescriptible, paru dans Le Monde en 65, et ensuite repris dans un petit livre qui s'appelle Pardonner, avec un point d'interrogation. En effet, aucune question posée dans sa vie ne fut plus pressante que celle-ci. Devons-nous leur pardonner? Parlons en son nom personnel, il oppose le refus le plus radical au pardon des crimes contre l'humanité. Ce pardon ne saurait être accordé à des crimes dont les abîmes insondables et la méditation inépuisable dépassent l'entendement et hantent nos nues, disait-il fréquemment. La conscience déchirée de Jean Kelevitch proteste dans ce combat de sa difficile liberté, comme dirait Lévinas, et de son refus déchirant à dire oui à une morale de l'amour inscrite au cœur même de sa pensée et de son âme. Ce monde inhumain, voué non à la justice, mais au pardon, en reste excepté pour Zankelevitch, qui ne consent jamais à banaliser cette atrocité, pour y voir un cas particulier de la xénophobie ou du racisme. Dans une fidélité à soi, mais aussi un combat toujours renaissant contre les forces de l'oubli et du mal, il nous dit donc ce refus du pardon pour son propre cas, dans son propre cas. Il n'a pas craint de soumettre sa propre pensée à cette épreuve. L'aveu de son impuissance, de l'impuissance à exercer le geste du pardon, s'agissant de la Shoah. Au cœur de cette pensée existentielle nouvelle qu'il nous avait proposée, il existe en effet, entre l'absolu de la loi d'amour et l'absolu de la liberté méchante, une déchirure qui ne peut être recousue, puisqu'il a avoué n'avoir pas réussi à réconcilier l'irrationalité du mal avec l'omnipouvoir de l'amour. C'est avec toute la tristesse du monde que le philosophe du pur amour flénonien refuse le pardon à l'impardonnable. Cet impardonnable infini où le mal surabonde et qui ne se résorbera dans les temps à venir, fussent-ils ceux de l'espérance et du monde qui vient de son ami Edmond Flegg. Nous venons de le voir, Jean Kelevitch n'a jamais omis de souligner cette part sombre de l'homme. Mais ce philosophe de la vie est aussi celui qui a mis au cœur de son œuvre la primauté de l'amour en nous disant d'aller dans le sens du devenir, celui qui engage l'homme dans l'acceptation joyeuse de sa finitude. Le traité des vertus y fait de large place, et son dernier livre, Le paradoxe de la morale, est une méditation sur l'amour, son absurdité logique, sa nécessité vitale. Il nous dit d'aller dans ce sens du devenir qui engage l'homme dans l'acceptation de son avenir et dans son impossibilité, qui, loin de le disqualifier, en rend le manque mortel. C'est-à-dire, c'est le manque d'amour qui rend le monde mortel. Le monde apparaît mortel. Il y a quelque chose de mystique, de mystérieux dans ces pages, où le philosophe tente de déployer toutes les harmoniques de ce pur amour dont il fait le fond même de l'expérience morale. La visée de l'autre, l'accusatif d'amour, se vit comme dépouillement, humilité. Faire tenir le maximum d'amour dans le minimum d'être, c'est ce tour de force dont la clé se cache dans notre fort intime. Le paradoxe de la vie morale est simple. Il faut aimer sans le savoir. Il faut aimer le genre humain comme on aime quelqu'un et aimer quelqu'un comme on n'aime personne. Ce paradoxe n'a qu'un dessein, mettre en valeur le mystère de l'amour qui est le mystère même de l'esprit. Je cite, la morale, l'amour est la morale elle-même, comme la morale est la philosophie elle-même, ou plutôt son premier problème. Leçon de vie. Jankélévitch fut ce professeur qui philosophait comme il respire, laissant à ses élèves une empreinte ineffaçable par sa personne chaleureuse, lumineuse et par son enseignement et la vie qui coule dans ses livres. La pureté du cœur, l'innocence, la charité, l'enchantement musical forment la trame de ses livres, illustrant la manière qu'il eut de se tenir à côté, en marge de la philosophie de ses pairs. Il fut un de ceux qui apprend à philosopher plus qu'à faire de la philosophie. Avare de conseils, son dessein fut de former des hommes dont l'art et la méthode de penser par eux-mêmes soient un garant contre les dérapages ou aveuglements des idéologies. Pas d'école pour ce maître, mais une famille de pensée, sachant que l'amitié peut faire du savoir un lien parental. Il disait, seul compte l'exemple que le philosophe donne par sa vie et par ses actes. On peut l'appliquer évidemment à lui-même. Aucun hiatus entre l'homme
et son œuvre qui laisse entrouverte toute tentative de posséder une vérité définitive, s'écartant ainsi de la tradition et des débats philosophiques qui agitèrent le XXe siècle. Pas de système. Jouant du paradoxe, renvoyant dos à dos les contraires, ces conclusions ne comportent jamais de synthèse. Selon lui, la synthèse universelle est un leurre dont il convient de se méfier, sachant que, je le cite, toute terre promise est une terre compromise. C'est une philosophie de l'inachevé. La plus délicate pudeur, la plus impalpable manière de faire ont seules ses faveurs. C'est une manière de consentir de l'intérieur au monde dans lequel nous vivons dans l'instant, moment privilégié où l'on ne peut séjourner comme nous l'avons vu précédemment. Et veilleur mémorable, il ouvre la porte aux improvisations librement consenties dans le bonheur de la création qui fait confiance à la perpétuelle renaissance. Celle-ci prend toute sa place dans les nombreux ouvrages que ce philosophe mélomane a écrits sur la musique. Celle-ci, à ses yeux, la musique, dessert l'hégémonie accablante de la parole et offre une respiration aux penseurs du je ne sais quoi. Loin des réflexions idéologiques, elle rappelle constamment à l'homme le mystère dont il est porteur, et elle incarne la séduction raffinée où le charme se déploie. Comme Bergson, Jankélévitch soit aussi un ami de la joie, de la positive réponse à donner aux grincheux de tous ordres. Selon lui, si la joie se perd, le monde n'en deviendra pas meilleur. Et si le bonheur n'est rien, la joie est un rien qui est tout, ce petit rien, ce presque rien, étant ce qu'il y a de plus difficile à atteindre. La joie, à ses yeux, porte ses racines au plus profond de notre cœur. Elle est la percée vivifiante et jaillissante de notre capacité aimante. Pour conclure, nous pourrions rappeler qu'une extrême humilité le caractérisait. Et, comme l'a dit Jacques Madol, cette humilité n'était qu'une forme de son extrême bonté. S'y ajoute une exigence d'honnêteté, de sincérité, qui explique sans doute la postérité de son œuvre. En effet, le propos d'une voix juste est d'éveiller une attention jamais démentie. Longtemps, cette voix remurmure en nous, nous interroge et nous appelle par-delà les longues années qui nous séparent de sa présence, de son sourire bienveillant et malicieux. Pour inciter à lire cette œuvre, nous pourrions enfin ajouter qu'en la lisant, nous nous découvrons nous-mêmes. Aujourd'hui, nombre de travaux lui sont consacrés. Ils entendent perpétuer la créativité de sa pensée en faisant résonner sa stimulante présence dans le champ philosophique contemporain. Le fil ne s'est pas rompu. Alors, pensée inactuelle et actuelle. Pourquoi situer cette pensée dans un schéma inactuel? En raison de son absence totale de posture. La personne morale se construit à travers cette adhésion, une adhésion et un écart par rapport à son masque social. Sa pensée à lui n'est amarrée en aucun lieu, en aucune place. Elle s'inscrit dans une opposition totale à l'imposture, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui obscurcit son siècle. Et c'est dans son aptitude à faire droit à cette exigence que dépend la véracité des propos du philosophe. En ce sens, notre Roland Barthes, le contemporain et l'inactuel. Zankelevitch eut conscience d'appartenir irrévocablement à son temps mais de ne pas de pouvoir s'y soustraire et en même temps d'en être éloigné, je l'ai déjà dit. Cette singulière relation au présent lui permet d'y adhérer en prenant ses distances. À cet égard, le contemporain est en mesure de transformer l'instant, mais aussi de le mettre en relation avec d'autres temps, de déchiffrer l'histoire de manière inédite. Mais son authenticité ne peut provenir que d'un accord profond avec soi-même, au-delà des déchirements et de ce qu'il appelle la mauvaise conscience. Sans cet accord, tout n'est que jonglerie, mousse brillante et arc-en-ciel. Tenant d'une philosophie vivante, il plaisantait au moment où il fut l'objet d'un certain engouement. Je cite, je profite maintenant de la dévaluation des systèmes. On me retrouve là où je suis depuis toujours, dans la marge, dans les marges ou les à côté. C'est ma récompense. D'ailleurs, je ne peux être démodé. Je n'ai jamais été à la mode. Eh bien, il y a pourtant actuellement une actualité de Jean Kelevitch. Certes, il n'est pas un philosophe, son actualité. Il n'est pas un philosophe de saison qui flaire le vent de l'actualité pour s'y engouffrer. Cependant, ses propos se trouvent en curieuse syntonie avec le monde d'aujourd'hui. Cela s'explique par le contenu de cette œuvre qui répond à nos préoccupations en posant les questions qui nous aident à forger nos propres réponses. La visée de ses propos concerne l'homme ordinaire et son destin, et cela sans propension à lui intimer des préceptes ou des injonctions.
S'il dénonça les prétentions de la philosophie à avoir des pouvoirs sur le monde, il récusa l'idée même de vision du monde, ne s'autorisant jamais à énoncer une vérité de manière univoque. Il se soumet toujours à l'épreuve sévère de ne rien tenir pour acquis, dans une indifférence profonde aux dominations intellectuelles. C'est cet achèvement assumé qui lui permet au fond de tenir en suspens et au bout de sa ligne ses jugements et de rester en marge de toute stratégie, de tout embrigadement que justifie son expression souvent de philosophe apatride. Son œuvre fut solitaire, loin de toute chapelle, de tout cercle philosophique, mais elle laisse entr'ouverte toute tentative de posséder une vérité définitive en s'écartant de la tradition du XXe siècle, comme je l'ai dit. Jouant du pas, alors ça je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, non, bon, voilà. À la fin, j'avais mis à la fin ce que j'ai mis tout à l'heure parce que je pensais ne pas pouvoir dire ce que je viens de vous dire. Mais la conclusion, c'est que comme il est un philosophe qui se situe hors des modes de pensée, hors de tous les ismes, hors de toutes les conventions, de toutes les manières inhabituelles qu'ont les philosophes de s'exprimer par dialectiquement, thèse, antithèse, synthèse, comme ce sont souvent des très belles variations, mais des variations profondes sur des thèmes. Aujourd'hui, elles intéressent plus que jamais nos contemporains qui se sentent un peu livrés à un monde desséché, manquant de cœur et où la violence tient une grande place. Je crois que c'est la raison aussi pour laquelle il n'y a pas de semaine ou de quinzaine où on ne le cite, où un philosophe ne le cite. Et lui qui avait dit, lorsqu'il avait 20 ans, dans cette correspondance dont tout à l'heure, Isabelle, vous parliez, Une vie en toutes lettres, il dit au début à son ami à 20 ans, tu sais, nous, c'est notre problème, on n'a pas de problème à résoudre avec notre façon de parler, notre philosophie. Nous n'écrivons que pour le 21e siècle. À 20 ans, il a une pensée tout à fait prémonitoire, parce qu'au XXe siècle, de son vivant, il a été largement méconnu. Il a souffert sans doute de cette méconnaissance. Et maintenant, au XXIe siècle, il est présent dans nombre de thèses, de livres, d'actualités. On fait un film sur lui. Enfin, il tient un petit peu il est un petit peu reconnu à sa valeur, à celle à la valeur à laquelle il aurait dû être reconnu il y a longtemps. Et cette méconnaissance a sans doute été du fait de l'après-guerre où il s'est tenu en marge de la pensée existentialiste, de tous ceux qui émergeaient avec leur bonne conscience au soleil de l'après-guerre. Lui-même s'est tenu en retrait et a évidemment écrit tous ces textes pour stigmatiser ce passé honteux. Ces deux aspects de sa pensée ont contribué sans doute à l'époque à le rendre transparent et à ce qu'on ne le considère guère comme un grand philosophe. Peut-être aussi la virtuosité de sa parole et de son écriture en ont découragé plus d'un, pensant que puisque cette parole était virtuose, était, était proche de la façon dont on écrit presque de la musique, ces belles envolées, eh bien, elle n'était pas profonde, alors que c'est l'inverse. Là, je suis en train d'éditer un texte un texte, un cours de la Sorbonne qu'on a retrouvé sur l'immédiat, et où on voit sa pensée en train de se faire sur un thème aussi difficile que l'immédiat. Eh bien, on voit la rigueur avec laquelle cette pensée était toujours articulée. Ce n'est pas le philosophe uniquement des variations de ces choses. Bref, là, je bavarde. J'ai fini.